Ok, ça marche. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Et on va pouvoir commencer. Alors, normalement, vous devriez voir quelque chose. Ok. Benjamin, juste pour être sûr, est-ce que tu peux me confirmer que ça s'affiche bien à l'écran? Oui. Oui, c'est bon. Ok, ça marche, merci. Bon, il m'avait fait oui de la tête, mais c'était pour être sûr. Alors, hop, je mets mes notes en place et c'est parti. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, donc les bonnes pratiques UX pour les développeurs. On va passer 50 minutes ensemble et voici notre objectif. Alors, c'est comprendre un peu mieux l'UX UI et repartir avec des conseils applicables immédiatement. En fait, voilà comment je suis arrivée à ces objectifs. Donc, on m'a confié cette conférence-là, donc encore merci Benjamin. On a co-construit cette présentation avec des collègues et en fait, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire aller interroger mes collègues développeurs puisque c'était la cible principale, et leur demander un peu ce qu'ils pensaient de l'UX et comment est-ce qu'ils voyaient ça, quels impacts ça avait sur leur travail, etc. Et ça m'a permis d'articuler une présentation qui, j'espère, va vous plaire. Alors, avant de commencer, donc je précise qu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc, je vais essayer de faire rapide, mais pas trop rapide pour que vous compreniez. Il y aura un temps d'échange normalement à la fin pour des éventuelles questions. Donc, n'hésitez pas à poser les directement dans le chat et puis on pourra y revenir après. Et puis voilà. Donc, je vous propose de commencer. Alors, on commence avec cette citation de Jacob Nielsen, qui est l'un des deux papas de l'UX, finalement. Et en fait, pourquoi l'UX? C'est parce que, soyons honnêtes, la vie est trop courte pour qu'on clique sur des choses qu'on ne comprend pas. Donc voilà, c'est un peu l'introduction et on va voir après pourquoi je vous dis ça. Alors, avant tout, on va revenir sur la base. Qu'est-ce que l'UX? En fait, alors pour ceux qui connaissent, ça va être rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être simple. Alors, U, c'est pour utilisateur et X, c'est pour expérience. Ça ne veut pas marcher? Ça ne veut pas marcher? Si, c'est bon. Alors, qui sont les utilisateurs? En fait, les utilisateurs, c'est nous. C'est des êtres vivants en mouvement, en activité, avec des pensées, des croyances, avec des activités. Et en fait, toutes ces activités, c'est ce qu'on va appeler des expériences. Les expériences, c'est tout ce qu'on vit au quotidien. On va avoir des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des expériences qui nous apprennent, parfois qui nous rassemblent ou qui nous divisent. Tout ça, ça va s'appeler des expériences. Et on va partir sur un exemple pour être plus concret. On va dire par exemple, voilà, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Eh bien, j'irais bien à la bibliothèque municipale. Ok, donc à partir de ce moment-là, je cherche à aller à la bibliothèque municipale. Mon premier réflexe, je vais sur Internet, je regarde les horaires d'ouverture. Aucun résultat n'apparaît. Première déception. C'est pas grave, je dois passer par le site de la ville. Je trouve quand même les horaires. La bibliothèque est ouverte. Super, j'avais très envie d'y aller. Je m'y rends tout de suite. Et donc là, la tuile, j'arrive sur place. La bibliothèque, elle est fermée pour travaux. Voilà, j'avais aucun moyen d'avoir cette information en dehors de uniquement sur place. Et donc, voilà, là, ce que vous voyez, c'est une expérience. C'est même une cartographie de l'expérience parce qu'on va avoir des phases sur le dessus et une ligne d'émotion en dessous. Et c'est une première étape vers une représentation d'expérience. J'y reviendrai après aussi.
Et donc, finalement, pourquoi designer l'expérience? Alors, le design d'expérience, c'est scénariser ce qu'on vit pour éviter d'avoir des frictions, des points d'irritation comme on a pu voir juste au-dessus. Et du coup, je vais vous parler du cycle de vie d'un projet. Donc là, pour notre exemple, la toute première étape, c'est la demande client, où voilà, il y a un client qui lève la main et qui nous dit en fait, bonjour, j'ai un besoin et j'ai surtout besoin d'aide. Donc là, on simule le projet qui serait bonjour, on souhaite refondre notre site internet pour la bibliothèque municipale. On a besoin d'aide. Est-ce que vous pourriez nous aider? Nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on prend le brief. À ce moment-là, on étudie le besoin du client. On va transformer ce besoin en expression de besoin et on va pouvoir y répondre. Donc, une fois qu'on a bien compris ce que cherchait à faire le client, on va pouvoir définir une stratégie pour y répondre et apporter la meilleure solution. Pour ça, on a des outils. En fait, en UX, on va avoir des stratégies de conception et ça va être des méthodologies. On a des méthodologies qui sont très connues. Donc là, j'affiche les trois exemples qui sont très connus, principalement le design thinking, donc qui est une méthode assez répandue. On va avoir d'autres méthodes, donc le Lean UX ou le design sprint, qui vont correspondre à des utilisations différentes, à des rythmes différents et pour des objectifs différents. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piocher dans ces méthodes ce qui nous semble le plus pertinent pour répondre aux besoins clients. C'est relativement rare d'adapter, de prendre en compte une méthodologie entière et de l'appliquer en totalité. On vient en général prendre des parcelles, prendre des morceaux et on va les adapter pour que ça réponde bien à notre besoin. Et on continue. On arrive ensuite à la partie exploration. Donc là, on a le besoin client. On va avoir une étape où on va chercher à comprendre le maximum de choses. Donc ça va être, on va comprendre le contexte. Dans quel contexte on va utiliser le produit ou le service? Quel est le besoin utilisateur selon le client? Quel est le besoin utilisateur selon les utilisateurs? Finalement, on se rend compte que ce n'est pas toujours en adéquation. On va avoir des clients qui ont des croyances sur leurs utilisateurs et finalement, en étudiant leur comportement, en étudiant leurs attentes, leurs besoins, on va se rendre compte que ce n'est pas toujours aligné. On va étudier éventuellement les usages, les émotions. On a plein de choses à comprendre et ça va nous permettre d'avoir une vision globale du contexte et on va pouvoir y répondre plus facilement. Et donc, je vous montre après quelques activités qui nous permettent, que l'on fait lors de cette phase d'exploration. Donc, par exemple, on va avoir de l'observation, on va appeler ça du shadowing. Donc, on va sur place, si c'est un service, par exemple physique. Donc, on va sur place, on observe les interactions entre les utilisateurs, peut-être les opérateurs, les personnes qui travaillent à cet endroit-là. On va travailler aussi sur des sondages. Donc, sur les sondages, on va chercher ici à avoir du quantitatif. Donc, c'est dégager des grandes tendances grâce au nombre. On va essayer d'envoyer le plus, ou de recueillir en tout cas le plus de réponses à un sondage pour pouvoir commencer pour pouvoir voir s'il y a des problématiques majeures qui se dégagent. On a ensuite des entretiens utilisateurs. Donc là, tout ça, c'est des exemples d'activités. On ne fait pas forcément tout. Donc l'entretien utilisateur, là, on va jouer plus sur le qualitatif. On va discuter avec un utilisateur sur un sondage où on va pouvoir avoir des réponses précises, mais pas exhaustives. Là, l'entretien utilisateur, ça va nous permettre d'aller chercher en profondeur, de poser des questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe avant, etc. On va avoir aussi, sur tout ce qui est notamment le web, l'analyse des données d'utilisation. Donc là, on travaille sur des données Google Analytics, Xity, il y en a un certain nombre. Et on va venir analyser quelles sont les pages les plus représentées, les plus vues,
Pourquoi est-ce qu'il y a un taux de rebond? Est-ce que la lecture s'arrête parce qu'il n'y a plus de besoin derrière? Pourquoi ça ne transforme pas? Est-ce que le bouton de transformation, par exemple, pour commander le produit est assez visible? Donc voilà, on va aller chercher toutes ces informations. Donc là, ce sont des exemples. J'en ai mis quelques autres pour que vous puissiez avoir un peu plus de billes sur ce qu'on fait exactement. Donc, on va avoir, par exemple, les analyses concurrentielles. Donc là, ce sont des benchmarks. On va aller voir la concurrence, comment ils ont traité ce même problème. Ou alors, on peut sortir aussi de notre discipline et aller chercher d'autres acteurs dans d'autres métiers, mais qui ont aussi récupéré des problématiques similaires et qui ont répondu de manière différente. On va avoir l'audit ergonomique. Là, on analyse en profondeur l'interface du site, de l'appli, de l'intranet, par exemple. Et on va venir chercher tous les points de friction ergonomiques. Est-ce qu'il y a bien une cohérence graphique sur toutes les pages? Est-ce que le guidage est suffisamment évident pour que l'utilisateur trouve son chemin, son parcours, etc. On va avoir l'analyse de la tâche. Donc là, dans notre exemple, la tâche, ce serait je souhaite me rendre à la bibliothèque. Et on a déjà fait un exercice de microtasking où on va diviser en plusieurs petites tâches qu'on pourrait subdiviser encore pour aller de plus en plus dans le détail et voir les petites ou grandes problématiques qu'il pourrait y avoir, que pourrait rencontrer l'utilisateur. On a aussi ce qu'on va appeler la recherche secondaire. Donc là, c'est la lecture de toutes les études qui peuvent exister et qui pourraient nous servir. Donc, on va avoir l'exemple ici d'études sociologiques, ça peut être de l'ethnographie, ça peut être plein de choses. On va s'appuyer dessus pour construire un imaginaire, un imaginaire de comportement utilisateur. Et voici quelques livrables. Alors, c'est vrai que les activités qu'on mène ne sont pas toujours très faciles à appréhender et on a derrière des livrables. Notre objectif, c'est de pouvoir cartographier l'expérience. C'est ça qui va nous aider à prendre des bonnes décisions, à bien visualiser les attentes, les besoins utilisateurs. Et là, je vous mets quelques exemples. Alors, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais bon, on va commencer en douceur. Donc là, je vous montre par exemple à gauche le user journey. Donc, c'est une cartographie de l'expérience, un peu comme ce qu'on a vu un peu plus tôt, avec des grandes étapes, un début de sous-étapes, des émotions, des commentaires. On va avoir juste à droite, alors c'est un mapping par poids. Là, c'est une autre manière de représenter l'information. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'est que ça ne rentre pas réellement dans des livrables bien définis. C'est à nous aussi de trouver la représentation la plus parlante pour que la donnée soit bien digeste. Et donc là, c'est un exemple. On a ensuite tout ce qui est flowchart. Donc là, c'est des boîtes conditionnelles qui vont représenter, par exemple, des parcours. Ça pourrait être, voilà, je suis sur Internet, je cherche toujours mes horaires de ma bibliothèque, je ne trouve pas le site. Est-ce que je persévère ou est-ce que j'abandonne? Donc, il pourrait y avoir ici une première frustration qui impliquerait un abandon de l'utilisateur, ce qu'on veut éviter. On va avoir aussi la construction de personas. Alors, on en parle beaucoup des personas. Les personas, c'est une fois qu'on a étudié notre cible et ses comportements, on va pouvoir dégager des comportements communs. On va, par exemple, trouver des tendances sur, par exemple, les personnes de 16 à 25 ans ne vont pas à la bibliothèque. Ce n'est pas dans leurs usages. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, on va devoir se poser la question, OK, est-ce que c'est une cible qu'on souhaite atteindre? Et à ce moment-là, comment on fait pour l'atteindre? Ou alors, c'est une cible, c'est ce qu'on va appeler l'anti-persona, c'est une cible qu'on n'adressera jamais. Elle ne nous intéresse pas, on va avoir du mal à l'amener jusqu'à nous et on va prioriser sur d'autres cibles qui vont plus nous arranger. Et voici, par exemple, une cartographie, la cartographie de
l'expérience qu'on a citée un peu avant. Donc là, on retrouve bien nos phases, notre but, le périmètre. On va dégager des opportunités, donc des opportunités et des fonctionnalités à chaque point de friction. Et on va pouvoir déceler sur quel device, sur quel support on va pouvoir adresser l'utilisateur. Donc ça peut être, là il y a quelques exemples qui sont en dessous, donc ça va être peut-être en mobilité, peut-être que si j'avais reçu un SMS, parce que j'étais dans la base de données de la bibliothèque pour me prévenir des travaux, je ne me serais pas déplacée pour rien. Peut-être qu'il y aura d'autres moyens, peut-être une newsletter qui va nous indiquer le programme du mois avec les éventuelles fermetures. Et donc, cette expérience, elle va avoir un avant et un après. Et notre objectif, c'est d'avoir une vision globale et donc de pouvoir comprendre ce qui se passe avant, les motivations, et ce qui se passe après. Quelles sont les interactions derrière? Comment est-ce qu'on revient derrière à la bibliothèque? Est-ce que ça change notre perception de la bibliothèque, etc. Ce qui pourrait influencer notre comportement. J'avance. Une fois qu'on a fini l'exploration, on va pouvoir définir une problématique. La problématique, c'est ce à quoi on va essayer de répondre. On a souvent plusieurs problématiques qui se dégagent de cette exploration et on va devoir faire des choix. On va devoir le prioriser. Ça peut être tentant d'avoir une problématique générique. Donc là, par exemple, ça pourrait être comment faire venir les citoyens dans notre bibliothèque. C'est trop vaste. Pour pouvoir réellement y répondre, il va falloir être plus spécifique dans notre problématique. Et donc là, je vous mets des exemples de problématiques un peu plus spécifiques. Ça pourrait être, voilà, comment mener une communication claire autour des livres disponibles, donc notre catalogue qui correspond à un positionnement éditorial et qui va être adapté à la cible. On peut aussi imaginer une autre problématique qui serait, voilà, comment faire adhérer le maximum de citoyens au programme de fidélité de la bibliothèque, qui est un service gratuit et public. On pourrait avoir aussi, voilà, on souhaite mettre en avant le fait que la bibliothèque n'est plus seulement une bibliothèque, mais ça devient une médiathèque, une ludothèque. Comment changer cette perception auprès de notre cible? Et pourquoi pas adresser une nouvelle cible? Donc ça, c'est des problématiques qui sont un peu plus resserrées et qui vont pouvoir nous permettre de trouver des solutions réellement adaptées à ce besoin. À ce moment-là, on a bien compris le contexte, on a défini une question qui nous permet d'avoir un périmètre et on va avoir l'étape d'idéation. C'est là où on souhaite générer le plus d'idées. L'objectif de cette étape, c'est de se mettre tous autour de la table, donc tous les acteurs du projet. C'est une bonne pratique en UX. On va essayer d'avoir le maximum de personnes, des intervenants sur un projet. On va rassembler les décideurs, les UX, les UI, designers. On va rassembler les intégrateurs, les développeurs, s'il y en a, les chefs de projet. Et on va se mettre tous autour d'une table pour réfléchir, parce qu'on est persuadé que c'est l'intelligence collective qui va nous amener à une solution innovante et qui va nous permettre de répondre à un besoin avec, je sais pas comment dire, avec gloire, quoi. Quelques techniques d'idéation. On va avoir, par exemple, le brainstorming. Il y en a plein d'autres, mais je vous ai fait un focus sur ces trois-là. Le brainstorming, c'est cette méthode qu'on connaît tous, où on va venir lister un certain nombre d'idées. On va se les échanger, on va les présenter, on va réitérer dessus, et finalement, on va finir par converger vers une solution commune. On a le même principe sur de l'interface, ce qu'on va appeler un 6-to-1. Donc là, c'est à peu près le même exercice. On a 6 cases et on va devoir designer des solutions directement d'interface pour répondre à cette problématique. On fait pareil, un premier tour de table, on reconverge, on en discute, on a de nouvelles idées et on définit à la fin l'idée qu'on préfère. On a une autre approche qui est l'approche paradoxale. Là, c'est l'inverse. On va chercher la pire solution pour répondre à notre besoin. Donc là, ce serait comment ne pas
inviter les citoyens à la bibliothèque. Et ça va nous donner un certain nombre de mauvaises pratiques qu'on va pouvoir transformer, à contrario, dans de bonnes pratiques. L'avantage de ces techniques d'idéation, c'est qu'on a un cadre créatif qui nous permet de maximiser la créativité. On est là pour avoir le même idée. Et les résultats de l'idéation, ça va être des idées de contenu ou des contenus auxquels on n'aurait pas pensé, si on est sur un catalogue, par exemple. On va avoir des fonctionnalités qu'on n'aurait pas imaginées au départ, peut-être une architecture de l'information, si on a déjà défini une interface. On va avoir des idées de parcours, on va avoir des concepts, on va avoir vraiment plein de choses. Une fois qu'on a tout ça, on a défini notre idée qui va être notre idée phare et on va pouvoir partir en conception et prototypage. Alors là, normalement, on est à un endroit que vous connaissez, c'est la partie peut-être l'une des plus visibles du métier du UX designer. On retrouve les wireframes. On a l'image de gauche, c'est un wireframe basse fidélité, ça montre la structure d'une interface. On va avoir quelque chose d'un peu plus haute fidélité, donc c'est l'image du milieu. Et à droite, on va avoir la maquette haute fidélité, donc la maquette graphique qui porte l'identité visuelle. Vient ensuite le moment des tests. Une fois qu'on a défini notre prototype, on va pouvoir le tester. On rentre ici dans une boucle itérative. L'idée, c'est de prototyper, de tester, de recueillir des enseignements et d'itérer dessus. Donc, on va refaire un cycle peut-être d'idéation, on va repartir en conception pour améliorer notre produit, on repart ensuite en prototypage et on a ce cercle-là qui nous permet d'être en fait dans une philosophie d'amélioration continue. En projet, en règle générale, on va avoir en tête un certain nombre de tests et d'itérations et souvent, c'est des améliorations avec un nombre de cycles définis. Mais ça peut être aussi sur du plus long avec, par exemple, la méthode agile, où là, on revient à chaque fois sur de l'itération. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On continue. Une fois qu'on a fini et qu'on a stabilisé nos maquettes, là, normalement, c'est un moment que vous connaissez bien, c'est la passation à l'intégration front-end. Donc, notre objectif, c'est que à ce stade, comme voilà, toute l'équipe technique a été embarquée sur le projet dès le départ, on a eu le temps de parler de questions de livrables. Est-ce qu'il faut un UI kit? Est-ce qu'il faut un design system? Est-ce qu'on a suffisamment de pages? Quel est le comportement de tel composant? Est-ce qu'on a bien pensé à tous les parcours? Est-ce qu'on a pensé, par exemple, au parcours d'échecs, d'erreurs, etc. À ce stade-là, donc, nous, on livre du coup les maquettes et c'est le moment de la traduction. C'est la partie que je connais un peu moins, donc on pourra éventuellement y revenir, mais je pense que vous allez apporter plus de billes que moi là-dessus. Et ensuite, pour finir, le développement. Donc, une fois que tout a bien été traduit, on branche tout ça sur éventuellement les CMS si la technologie est soumise à un framework ou alors directement développement pur. Quelques bonnes pratiques. Ce projet ou un projet d'UX ne se passera bien que si on collabore. C'est l'une des clés du succès. On va retrouver donc tout le monde autour de la table, on va essayer d'échanger au maximum. Quelles que soient les étapes du projet, l'idée, c'est de communiquer un maximum, du coup de transmettre toutes les décisions peut-être majeures, éventuellement mineures, pour avoir un certain historique le long du projet. C'est pour éviter aussi que l'équipe technique, intégrateurs et développeurs, que vous soyez... que vous vous retrouviez à la fin du projet avec encore des questions qui n'ont pas été ni soulevées ni résolues.
Donc, autant lever les loups au moment où on y pense et ce sera avant le projet. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place. Il faut imaginer que chaque produit ou service qu'on design, c'est quelque chose de vivant. Même au stade de l'intégration ou du développement, il peut y avoir encore des choses qui bougent. Donc pourquoi pas revenir en itération, reproduire, reconcevoir. On est là pour se parler, pour communiquer et pour itérer ensemble. Et donc, ce qu'on va attendre de vous, ça va être de participer aux ateliers. Venez à tout, ou en tout cas aux ateliers que vous pouvez. C'est comme ça que vous allez mieux comprendre notre métier, notre point de vue, notre philosophie, et vous allez pouvoir l'appréhender de mieux en mieux. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est la base. C'est la base d'un bon projet, c'est de la communication. Et surtout, restez ouverts. Alors maintenant, nos rôles. Donc là, je vous affiche un exemple de segmentation, en fait, de division entre les UX designers et les UI designers. Alors, j'ai précisé dans la bulle à côté que c'est un débat chez nous et qu'il n'y a pas réellement de tendance qui se dégage. Il y a plusieurs idées sur comment on positionne l'UX et l'UI, éventuellement l'UX Research. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. C'est juste que vous ayez une idée des différentes activités d'un UX designer et d'un designer. Donc l'UX, ça va être le design d'interaction, c'est les wireframes, les prototypes, l'architecture, la recherche utilisateur, des scénarios, des choses comme ça. Sur l'UI, là, ça va être plus tout ce qui est UI-Kit, design system. On est sur le design visuel. Donc les couleurs, la typographie, le bon respect de l'identité visuelle du client, etc. Et enfin, quelques recommandations générales. Donc là, on est sur des recommandations globales. Je vais revenir juste sur chaque point pour les préciser peut-être un peu plus. Ce sont principalement des points d'ergo. Donc voilà, on en parle. Il faut au maximum travailler la compatibilité. Donc l'objectif, c'est d'optimiser le site, donc le site ou d'autres supports pour des utilisations mobiles, par exemple, ou pour des connexions bas débit. L'idée, c'est de donner accès au maximum d'utilisateurs pour que vous ayez le plus, pour que vous puissiez atteindre le plus votre cible. Ensuite, on va avoir tout ce qui est usage. Il y a des usages qui sont en vigueur sur le net. On les connaît, ils nous sont familiers, pourquoi pas ne les utiliser? Donc, par exemple, le logo sera toujours dans le haut de page ou dans le header. On va avoir peut-être un menu burger. Voilà, on l'utilise pour un menu et pas pour afficher des informations complémentaires. À la place d'un alt, par exemple, ou ce genre de choses. On va aussi, vous conseillerais de travailler sur le guidage. Le guidage pour que l'utilisateur arrive sur votre site, qu'il comprenne ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Ce qui est en lien avec le 4e point de cette colonne, donc la hiérarchisation, un utilisateur, vous avez moins de 3 secondes, je crois que c'est 2 secondes 6, pour le convaincre de rester et de savoir un peu plus. C'est très court. C'est de quoi scroller sur la page, revenir et repartir. Donc, il faut impérativement que votre message soit évident. Il faut aller à l'essentiel, il faut être très clair sur ce que vous vendez, sur ce que vous proposez et sur la promesse. J'en profite aussi pour parler rapidement de la charge de travail. La charge de travail, ça va être le temps d'analyse de l'utilisateur sur les contenus qu'il voit s'afficher devant lui. Si c'est trop complexe ou si c'est pas assez guidé, il ne va pas avoir le temps d'appréhension sur le site. Donc, on va parler aussi de cohérence du site et de l'expérience. Vous allez voir, je vais différencier les deux. Donc, la cohérence du site, ça va être créer des repères pour l'utilisateur. Quand il arrive sur votre site, il va
commencer ça va planter des graines en fait dans sa tête. Il va identifier que voilà, pour revenir à la page d'accueil à tel endroit, que le menu se situe peut-être en haut dans les heures ou sur un côté, que les contenus s'articulent d'une certaine manière, que les boutons sont identifiables par une couleur, que les messages d'information, les alertes sont d'une autre couleur. Et donc, c'est des graines que vous plantez et qu'il faut maintenir sur tout le reste du site pour ne pas perdre l'utilisateur. On va avoir aussi une cohérence sur l'expérience globale. Donc, un utilisateur, quand il vient sur le site, sur votre site, ce n'est pas uniquement par hasard. Il a connu votre marque, il a une expérience au-delà de uniquement cette utilisation du site. Et il faut travailler l'ensemble de ces supports. Peut-être sur la communication, sur des pubs, sur des choses comme ça. Il faut faire attention à avoir bien une identité sur des couleurs, une sémantique, donc un discours qui soit cohérent, qui puisse retrouver le même, sur voilà, l'identité visuelle, etc. Et on va souvent, là je le rappelle du coup, une recommandation, ce serait de gérer la partie erreur. C'est souvent oublié, entre guillemets, lors de la conception ou lors de l'implémentation. C'est important d'avoir aussi de prévoir aussi ce parcours de l'échec. Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur ne va pas là où on attend qu'il soit ? Je sais pas, il va bidouiller sur l'URL, il va se tromper de page. Qu'est-ce qui se passe ? Il va cliquer sur un bouton je sais pas, il y a un bug. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être de l'utilisateur ou ça peut être de par la conception ou le développement. Il peut y avoir un certain nombre de facteurs d'erreur et il faut le prendre en compte. C'est important de rassurer l'utilisateur, de lui dire, de lui indiquer quelle est l'erreur, pourquoi et comment en sortir. Donc voilà, on a fait le tour. Vous avez normalement une bonne vision, j'espère, de l'UX et quelques recommandations. Donc on va pouvoir passer éventuellement aux questions. Est-ce que tu m'entends ? Oui, tout à fait. Ah, parfait. Alors normalement tout le monde nous entend. Alors tu as un petit peu essuyé les plâtres, hein, et sur les 2 dernières minutes, on a un petit peu perdu l'image, mais on t'a entendu. Donc là, c'est revenu, a priori, c'est revenu pour tout le monde. Okay. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Moi, je les vois passer, comme ça, je peux te les transmettre. Alors, j'en vois passer une. L'intégration peut-elle faire partie du travail d'un UX, UI designer ou est déléguée à un développeur front ? Alors, c'est une question, ça dépend des profils. On a depuis quelques années, depuis en fait l'avènement de l'UX, en France en tout cas, une redistribution un peu des tâches et finalement, les rôles dont on a parlé et qui semblaient peut-être un peu théoriques sur ce que je vous ai montré, ils ne sont pas si divisés dans la réalité. Souvent, ça arrive que des UX fassent de l'UI, des UI fassent de l'intégration, etc. Donc, c'est vrai que c'est peut-être moins tranché que ce qu'on pourrait le croire. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Ok. On a une deuxième question qui est en train d'arriver. Ouais. Je laisse patienter quelques petites secondes. Oui. Alors, je vais peut-être remettre la dernière slide si elle a coupé, comme ça permet ouais. Parfait, c'était celle-là. Oui. Bon, elle est assez autoporteuse normalement. C'est relativement clair. Alors, peut-être j'ai raté quelque chose, mais vous n'avez pas parlé de déterminisme. Est-ce que ça te parle ? De déterminisme, alors ça ne me parle pas. Est-ce que c'est un... Alors, dans quel contexte vous avez entendu ce mot ? Que ça puisse peut-être m'aiguiller. Eh bien, je vais bientôt te donner la réponse. Ça marche. Après, il y a plein de choses qui n'ont pas été abordées. Dans tous les cas, ici, on pourrait en parler des jours de l'UX, de l'UI, de comment bien collaborer, comment mener un projet, comment
vérifier que le besoin correspond bien à l'utilisateur, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai essayé d'être le plus complet possible avec, voilà, sans rentrer trop dans la complexité. Eh ben, c'était parfait. Je vais bientôt te dire de quelle détermine. C'est la capacité à aller d'une page à une autre par un seul chemin. Rien de plus pénible que d'aller sur un site et j'aurais bientôt la suite. Mais du coup, globalement, c'est la capacité à aller d'une page à une autre par un et un seul chemin. Oui, alors c'est typiquement ce qu'on essaye d'éviter. En fait, on construit des modèles mentaux qui sont propres à chaque utilisateur, à nos croyances, à notre vécu, à notre histoire, et on ne va pas avoir le même raisonnement quand on arrive sur une page. Donc, dans l'idéal, on essaye de multiplier les accès pour arriver au résultat. Donc, effectivement, c'est l'un des combats, de notre quotidien. Et si jamais il doit y avoir qu'un tunnel, entre guillemets, pour arriver à un résultat, il faut l'indiquer aussi. On va avoir, par exemple, des étapes propres. Je pense typiquement au tunnel d'achat, où là, on doit suivre une ligne, et c'est important de guider l'utilisateur, de lui préciser quelles sont les étapes qui vont arriver, qu'il puisse avoir conscience du tunnel dans lequel il s'engage avant réellement de faire son choix. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas. Pour le moment, j'en ai pas d'autres. Bon. Est-ce que ça veut dire que j'ai été claire? Ouais, je pense que c'est pour ça. Non, attends, il y a quand même encore des gens en train de taper. Non, on a dit merci pour la présentation. Ah, top. Je vous donne l'info pour les gens dans le chat. Anaïs ne voit pas vos questions. Elle ne voit que ce que je... Et Jessica te dit très clair, Anaïs. Tout le monde te félicite. Ah, super. Alors, bien sûr, ça va bien au-delà de tout ça, mais c'est une première approche qui permet d'avoir une vision un peu plus globale. C'est en discutant avec nos développeurs, souvent ils m'ont dit, on n'a pas forcément conscience de tout ce que vous faites, on n'a pas forcément... alors, j'ai l'un de mes collègues qui m'a dit, moi, c'est en participant aux ateliers que j'ai mieux compris quelle était votre démarche. Et il m'expliquait qu'avant, c'était quelque chose d'un peu obscur et que, voilà, il voyait à peu près cette espèce de chimère UX, mais bon, il ne savait pas trop. Et en fait, c'est en travaillant ensemble qu'on a réussi à se comprendre, quoi. Moi, j'ai un point qui est peut-être un peu plus lié au métier. Je sais que tu travailles dans une agence ESN, enfin, on met le nom qu'on veut. Mais du coup, vous arrivez quand le projet est signé, ou vous arrivez avant que le projet soit signé? Parce que le risque, si on démarre toute cette approche qui est indispensable, hein, mais une fois que tout est signé, c'est grâce à vous, ils vont se rendre compte que c'était pas tout à fait ça qu'ils voulaient. Et on va repartir sur une autre route. Alors, en règle générale, on participe à ce cycle d'avant-vente où on va recueillir les éléments du client. Et en fait, c'est ce qu'il y avait un peu derrière la stratégie. En règle générale, il y a un moment entre la stratégie et l'exploration où on va en discuter avec le client, où il va nous dire oui, ok pour tel budget, pour tel nombre de jours, pour tout ce qui est calendaire, etc., le calendrier calendaire. Et effectivement, on travaille ensemble sur la proposition d'accompagnement. Et d'ailleurs, on intègre déjà à ce moment-là toutes les parties prenantes, y compris les équipes techniques, les chefs de projet, etc. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Je n'ai pas plus de questions. Donc, je vais bientôt te libérer. Ça marche. En tout cas, je vais peut-être revenir sur la présentation. Si vous avez besoin, ça ne marche pas du tout, c'est vrai.
Ça marche. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, Anaïs, donc je travaille chez Talent. Je suis disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Et dans tous les cas, on sera là pour vous répondre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de l'équipe. Ça marche. Et je crois que tu n'avais aussi proposé de mettre à disposition ces slides, si certains voulaient reprendre. En plus, si on a eu une mini coupure, si vous voulez regarder les slides tranquillement. Oui, je vais te les envoyer. Il faut encore que je source un petit peu plus sur des images que j'ai utilisées. Donc voilà, un peu de logistique, mais ça devrait être prêt d'ici peu et mis à dispo de nos auditeurs. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin. Et puis bonne session de conférence. Merci. Salut.